Alors, on va terminer cette journée avec cette dernière table ronde, donc en présence d'Étienne Pau, le délégué interministériel à la stratégie des troubles du neurodéveloppement, Vincent Marron, le président de DFD, donc Romain Genet, donc qui est ergothérapeute, et on est aussi en présence d'Anne Padier-Savourou. Vous êtes adjointe aux savoirs fondamentaux et parcours scolaires depuis 2023. Donc, pour cette dernière table ronde, nous allons parler de l'accessibilité des parcours de vie, les compensations. Donc, voilà, c'est pour faire un écho avec 20 ans après la loi, où est-ce qu'on en est et quelles réponses concrètes peuvent être apportées aux enfants et aux adultes avec des troubles du développement de la coordination. Donc quand même, on l'a dit, je le redis, mais ça représente quand même 5% des enfants et des adultes. Et on a moins de travaux de recherche, même s'il y en a de plus en plus, et on aura l'occasion d'en parler, parce qu'il y a moins de suivi de cohorte et que c'est un trouble qui était moins connu et moins compris, à la différence de la dyslexie et la dysorthographie, où il y a une plus forte prévalence. Il n'empêche qu'on peut être dyspraxique et dyslexique, dysorthographique, dyspraxique avec un TDAH, dyspraxique avec un TSA, bref. Donc je vais me tourner vers Étienne Pau pour ses premières questions. J'aimerais savoir exactement dans la stratégie nationale, donc la stratégie nationale va jusqu'en 2023-2027, comment est-ce que les troubles du neurodéveloppement, et là plus particulièrement les TDC, s'intègrent dans les priorités actuelles et futures? Bien, bonjour à toutes et tous. Alors vous connaissez sans doute la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement qui s'est élargie pour 2023-2027, donc autisme, trouble 10 avec une dénomination très générique, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et trouble du développement intellectuel. Pour éviter la langue de bois, je vais d'emblée vous dire que la définition de cette stratégie nationale est quand même assez restrictive. C'est-à-dire que les troubles du neurodéveloppement, par essence, ça englobe très largement d'autres choses. On peut parler notamment de maladies rares du neurodéveloppement, on peut parler même de maladies psychiatriques d'apparition très précoce qui impactent les trajectoires neurodéveloppementales. On peut évoquer, et je suis régulièrement interpellé là-dessus, les paralysies cérébrales, le syndrome d'alcoolisation fétale. Bref, il y a beaucoup de choses qui impactent les trajectoires neurodéveloppementales. Concernant le trouble développemental de la coordination, là aussi, je vais être assez franc, je pense que pour l'instant, ça ne prend pas assez de place dans notre stratégie nationale. Pourquoi ? Il y a différentes raisons que je vais évoquer. Je pense que c'est un sujet, déjà, et ça a été mentionné, je trouve, à de nombreuses reprises, qui est beaucoup lié à la formation des professionnels et à la sensibilisation sur ce sujet. C'est vrai que la difficulté que l'on a, c'est que le trouble développemental de la coordination est un petit peu noyé dans la masse des troubles 10, alors que quand même il y a des spécificités et notamment des aménagements et des compensations, y compris à l'école, qui sont radicalement, je pense, différentes. Et c'est ce sur quoi on doit se pencher. J'ai été interpellé, je le dis aussi à de nombreuses reprises, par votre association sur ce sujet-là, et notamment finalement sur une vision très spécialisée que vous avez aussi sur les dyspraxies, et qui montre en effet qu'on doit aller plus loin. Alors je pourrais vous dire qu'il y a l'Institut de recherche sur le cerveau de l'enfant, qui va mieux permettre de comprendre le cerveau de l'enfant, mieux interagir avec l'école, mais de façon générale, je crois qu'on a un sujet autour des troubles développementaux de la coordination qui est très centré autour de la compensation à l'école. On en discutera bien sûr avec mes collègues de l'Éducation nationale. Nous avons déjà fait des choses dans cette stratégie nationale. Depuis la rentrée scolaire 2024, vous le savez sans doute, j'ai souhaité qu'on élargisse l'autorégulation à l'école à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement. C'est-à-dire que dorénavant, l'autorégulation ne concerne pas que les enfants autistes, et c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que l'autorégulation, elle permet d'accompagner tous les enfants. Et l'autorégulation, pourquoi c'est important ? Déjà, je ne fais pas du tout cocorico parce que vous savez qu'on a importé un modèle nord-américain, hein, donc nous on a juste fait rattraper un peu notre retard sur le sujet. Mais l'autorégulation, c'est la première fois qu'on fait venir des professionnels du médico-social dans une classe ordinaire aux côtés des enfants. Et en fait, on vient résoudre, en coopération avec l'Éducation nationale, plusieurs difficultés. La difficulté d'avoir des enfants qui, lorsqu'ils sont en situation de handicap, sont très isolés lorsqu'ils n'ont que l'AESH, et puis finalement on leur dit c'est AESH, matériel informatique, et puis débrouillez-vous, ou c'est que matériel informatique, et c'est débrouillez-vous, ou c'est, dans un grand nombre de cas, je le sais encore, c'est rien du tout, et débrouillez-vous. Donc cette autorégulation, ce que j'appelle de mes voeux, et là je prends mes responsabilités en tant que délégué interministériel, ça n'engage pas bien sûr la ministre de l'Éducation nationale, mais que je rencontrerai à ce propos d'ici une quinzaine de jours, ça interroge aussi la simplification de nos dispositifs scolaires.
C'est-à-dire que, vous voyez, dans le champ des troubles du neurodéveloppement, si on regarde que la stratégie nationale, je pilote en lien avec l'éducation nationale les UEMA pour les enfants autistes complexes, les UEEA qui sont à l'école primaire. On a bien sûr maintenant l'autorégulation à l'école qui est pluguée, on va dire, sur une brique juridique qui est le CESAD, qui est un dispositif médico-social. Mais vous rajoutez à ça les ULIS, à pilotage 100% éducation nationale, les AESH, individualisés ou mutualisés. Vous pouvez rajouter aussi, et il faut le dire quand même, les SECPA, qui même si sur le papier ne sont pas censés accueillir des enfants, en tout cas c'est pas leur vocation première, accueillir des enfants avec des troubles du neurodéveloppement, elles le font. Et donc je crois aussi qu'il y a une nécessité de simplifier quand même ces dispositifs scolaires et de remettre un tout petit peu de souplesse. Alors je le dis aussi, et je remets une casquette, je suis médecin de formation et avant j'accompagnais des enfants qui étaient autistes très sévères, avant d'être nommé délégué interministériel. Je connais aucun parent, même très spécialisé, qui est capable de me dire toutes les modalités scolaires qui existent. Et on peut rajouter à ça, et ça a été évoqué avec un grand témoin tout à l'heure, les établissements régionaux d'enseignement adapté. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que je ne vais pas vous dire « Ah bah oui, mais c'est que l'État est responsable, et puis vous savez, faire mon grand mea culpa, etc. » La réalité, c'est que la puissance publique, elle est en partie responsable de cette complexification. Mais aussi les associations de personnes concernées en regard. Je vais vous dire, c'est une responsabilité qui est un peu partagée, parce que chacun joue son rôle. Et c'est ça aussi ce sur quoi je voulais discuter. C'est que si vous prenez l'exemple du dossier MDPH, le dossier MDPH, on a cherché à le simplifier. Nous, côté pouvoir public, on a dit on va réunir toutes les assos. Et puis en fait, les assos, à juste titre, si vous avez une asso qui représente la dyspraxie ou le trouble développemental et de la coordination, elle va vous dire moi je veux rajouter des items spécifiques qui s'assurent qu'on aide bien ce type d'enfant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc on rajoute à la fin des pages. Et nous, de notre côté, je le dis, on n'a pas toujours le courage de dire écoutez, il va falloir qu'on se fixe quand même un maximum. C'est-à-dire passer 70 pages d'un document. Alors, je ne dis pas que c'est le dossier de DPH, on ne doit pas être autour de 70 pages, il doit être 25. Non, 20. 20 pages. 20 pages. Et vous voyez, 20 pages, c'est déjà quelque chose. Le certificat médical pour les médecins en MDPH, tout le monde me dit il est trop long, et je vais vous dire d'autant plus que tous les dossiers, j'ai siégé comme vous en CDAPH, que j'ai vu remplis par mes confrères, globalement, ça consiste à tous les paragraphes barrés, parfois un paragraphe où il y a marqué dyspraxie, et c'est à peu près tout. Donc, quitte à faire simple, autant, voilà. Donc après, vous allez me dire, mais oui, mais il faut responsabiliser les médecins, il faut les former, on le fait. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a un vrai sujet de se dire, au-delà de la nécessité d'avoir du détail, bien sûr, dans les dossiers, c'est de se dire comment on le simplifie. L'autre chose, et Maëlie Globaillon ne peut pas être avec nous, le directeur général de la CNSA, mais je suis très favorable à ce que, globalement, il y ait une activation des droits, dans un certain nombre de cas, par défaut. Autrement dit, je suis perplexe, tant dans le champ de l'autisme que dans le champ des autres troubles du neurodéveloppement, qu'on doit systématiquement passer par la MDPH pour réévaluer. Je vous donne un exemple. Dans l'autisme, c'est très structuré. Vous avez des centres de ressources autisme. Quand un centre de ressources autisme dit qu'un enfant il est autiste et qu'il présente un trouble du développement intellectuel, a priori, ça ne va pas se régler en 2 mois. Même s'il pourra progresser, cet enfant. Ça, c'est inéluctable. La plasticité cérébrale, et ça, j'insiste tout le temps là-dessus dans toutes mes interventions, tous les enfants peuvent progresser. Par contre, on est au clair. Il ne va pas être autonome à l'école tout de suite. Pourquoi faut-il systématiquement passer par la réévaluation ? Et je vous le dis parce que je reçois des centaines de courriers par semaine. Mon chef de cabinet intervient en direct sur des situations individuelles en lien avec l'éducation nationale, sur des imbroglios pas possibles. Où on me dit, bah oui, mais la MDPH, et c'est vrai qu'il y a certaines MDPH que je rappelle sur le sujet, dit, ah bah oui, mais là, globalement, la MDPH n'est pas d'accord et ne dit pas la même chose que le centre expert. Si vous voulez, là, je le redis ici fermement, c'est les centres experts qui savent. Les MDPH sont là pour discuter de la compensation par rapport à un diagnostic posé, mais ne sont pas là pour réinterroger un diagnostic. Et ça, dès lors que ça sera remis en cause dans le champ des dyspraxies ou de troubles de développement de la coordination, vous n'hésitez pas à nous faire remonter. Je vais vous dire que j'interpelle toutes les semaines des départements sur le sujet. Il ne faut pas que tout le monde confonde son rôle. Et donc ça, je crois que c'est fondamental. L'autre chose, c'est que PAP et PPS, plus PPRE, projet personnalisé de réussite éducative, je vous avoue que moi, s'il y avait juste un projet individualisé pour les enfants en situation de handicap, ça m'irait très bien. Et le dernier point, et comme ça après on pourra avancer un peu avec tout le monde, c'est que sur les outils informatiques, j'ai pris le point là qui disait mais pourquoi finalement c'est l'école qui fournit les outils informatiques, etc. Avec l'éducation nationale, on n'est pas exactement toujours d'accord sur le sujet, mais c'est vrai que de façon générale, dans notre système français, on a un système qui est très, très cloisonné. Je vais vous résumer. En gros, vous avez l'État, la solidarité s'organise avec un bras médico-social financé par l'État, un bras médico-social financé par les départements,
un bras médico-social financé par les deux, et un bras aide individuelle décidé par les MDPH, vous l'avez évoqué, la AH, la EH, la PCH, etc. Il va falloir qu'on réinterroge ça. C'est aussi ce qu'évoque Charlotte Parmentier-Lecocq, la ministre déléguée en charge du handicap, dans ses différentes visites des MDPH. C'est-à-dire que, est-ce qu'à un moment, on a le droit de se poser la question, et c'est là-dessus où je ne sais pas que je vous interpelle, mais où on se challenge réciproquement, la question du budget sac à dos, quoi. C'est-à-dire, est-ce que finalement, il ne vaut pas mieux dire à une famille que pour un certain nombre d'objets, on préfère confier un budget aux aidants ou aux personnes accompagnantes et de se dire qu'elles vont le ventiler d'une façon ou d'une autre. C'est pas que j'ai une idée incroyable en disant ça, c'est qu'il y a d'autres pays qui se sont interrogés sur cette façon de faire, en disant, soit vous décidez d'utiliser tout seul vos aides financières et vous les ventilez de la façon que vous souhaitez, soit vous faites appel à un mandant qui, globalement, va le faire pour vous parce que vous ne vous sentez pas en capacité. C'est ce qu'on développe aussi, nous, dans nos plateformes de coordination et d'orientation. Il y a des forfaits que, globalement, on peut utiliser pour psychomotriciens, ergo, psychologues. Ça fonctionne très bien. Et mon souhait, il est plutôt que, progressivement, on puisse intégrer d'autres professionnels et qu'il y ait d'autres forfaits qui puissent naître parce que ça donne plus de souffle dans la coordination. Ce n'est pas la délégation interministérielle ni le gouvernement qui savent mieux que les personnes comment se coordonner par rapport au parcours de leur enfant. Et donc je trouve que ça, c'est une interrogation de fond que l'on doit poser. Et après, oui, je le redis, je ne suis pas sûr que le PAP et le PPS soient le truc le plus simple au monde. Et enfin, et je finirai là-dessus, ça permettra de rebondir avec mes collègues de l'Éducation nationale, je regrette que sur certaines écoles, parce que c'est loin d'être le cas dans toutes, il y a des écoles qui jouent le jeu, qu'on craigne en permanence l'effet d'aubaine sur l'ordinateur. Et je vais même vous dire, quand bien même certains enfants auraient un ordinateur pour avoir 12 sur 20 en maths plutôt que 10, moi, de ma position de délégué interministériel, et c'est peut-être plus simple que le côté éducation nationale, je vous avoue que je m'en fiche un peu. C'est-à-dire que l'essentiel pour moi, il est que tous les enfants qui aient besoin d'un ordinateur puissent y accéder, ça c'est certain. Et je pense que l'évolution des savoirs, l'apprentissage universel, les méthodes d'apprentissage universel, l'école, elle est en train de beaucoup progresser quand même là-dessus. C'est ce que je voulais vous transmettre aussi. Mais que l'école française, elle revient aussi de loin. L'école d'avant, c'était les enfants de profs allaient à l'école. Et les autres, ils n'allaient pas à l'école. Je vous la fais courte, mais résultat, on avait, au niveau de la plasticité cérébrale et de la diversité des cerveaux, c'était assez peu diversifié, l'école. C'était globalement tous des enfants qui pouvaient s'inscrire exactement dans la même répétition des savoirs et des apprentissages. Aujourd'hui, l'école, et c'est tant mieux, elle s'enrichit de la diversité, mais maintenant, elle doit s'adapter. Et c'est peut-être ça qui est encore difficile. Mais en tout cas, voilà comment je pense les choses et ce que je trouve on devrait discuter sur les aides. Alors, on peut aussi se dire que, par exemple, on active certaines aides et on se met une clause de revoyure avec une MDPH au bout de 6 mois. Et moi, je vais vous dire, ce qui est une catastrophe à mes yeux, et je le continuerai à le redire à tous les présidents de conseils départementaux et à tous les collègues que je croise, c'est quand je reçois un courrier, comme une famille me dit « ça fait 9 mois que j'attends mon PPS ». C'est inentendable. C'est de la maltraitance institutionnelle dont on est tous responsables. Je ne vais pas vous dire autre chose, je ne vais pas vous dire c'est excusable. C'est inexcusable, évidemment. Et donc, il faut se poser cette question des clauses de revoyure. Et je peux vous dire que le président de la République, qui suit beaucoup cette stratégie nationale, se pose aussi ces mêmes questions. Et je crois que les équipes des MDPH, parce que je ne voudrais pas les stigmatiser là-dessus non plus, je peux vous dire que les équipes MDPH, elles sont tout autant en souffrance de mettre autant de temps à donner des droits. Parce que de près ou de loin, on connaît tous quelqu'un qui est concerné par les troubles du neurodéveloppement. Voilà ce que je pouvais dire. Merci, monsieur. Par contre, pour rebondir, donc, vous évoquez les délais très très longs des MDPH, qui sont variables d'un département à l'autre. Je pense que tout le monde le sait ici, évidemment. Donc, la demande MDPH, elle concerne, là, sur le trouble du neurodéveloppement, plus particulièrement les TDC. On est sur des aménagements à l'école, en fait. Les familles qui demandent, ce sont pour des aménagements à l'école et pour obtenir aussi une allocation, une aide au titre de tous les soins de rééducation, puisque à la différence des troubles 10, où il y a une prise en charge d'orthophonistes prévue par la CPAM, là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est porté par les ergothérapeutes, les psychomotriciens, par exemple. Donc il y a 2 demandes souvent qui sont formulées par les familles au titre des MDPH. Quand on sait qu'on a 9 mois d'attente, 1 an d'attente, enfin moi ça m'est arrivé, donc je peux même en témoigner en tant que parent, je vais voir l'école. Je vais voir l'école, je dis à l'école, bon, écoutez, moi, je suis en cours de dossier MDPH. En revanche, j'aimerais qu'il y ait un PAP. Alors, c'est pas moi, il n'y a pas que moi qui le demande, c'est aussi tous les professionnels de santé qui entourent mon enfant qui le demandent. On se retrouve parfois donc, dans des établissements, et vous le savez, où ça va être mis en place sans problème, sans très grande difficulté. Et je pense que c'est arrivé à toutes les familles ici, où il va y avoir des freins. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour un peu contraindre, entre guillemets, à ce que les aménagements soient mis en place, sachant que ce qui peut être aussi, ce qui est dit, ce qui est entendu par l'école, c'est mais le PAP, c'est un document qui n'est pas opposable, donc je ne vais pas le faire. Donc, sur quoi vous travaillez actuellement, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Alors,
je crois qu'il y a deux entrées dans ce que vous proposez, dans ce que vous interrogez. La première, c'est d'abord la question de la formation des enseignants et de comment est-ce que l'institution a pris à bras-le-corps le fait que l'école soit une école qui, aujourd'hui, doit être une école pour tous. Et je le dis volontairement comme ça, au-delà de l'école dite inclusive. Inclusive de 2019. Exact. Alors, je parlerai même de 2005. Il faut quand même se dire qu'entre 2005 et aujourd'hui, l'école a scolarisé plus de 180% d'élèves reconnus en situation de handicap. On est passé de 136 000 à 450 000. On est même à 519 aujourd'hui. D'accord, alors 519. Donc c'est considérable. Et pourquoi c'est important de le dire, même si j'entends bien qu'un élève qui aurait un trouble du neurodéveloppement n'a pas nécessairement besoin d'une reconnaissance de handicap. Et donc, c'est le cas pour les élèves dont on parle qui devraient avoir un PAP. Mais pourquoi c'est important ? Parce qu'il faut mesurer à quel point en 20 ans, l'école et ses professeurs ont dû s'adapter à cette transformation. Et au final, comment est-ce qu'on l'a fait au départ ? On leur a demandé d'être dans la réponse par la compensation. Et la différenciation pédagogique, ce qu'on appelle à l'école la différenciation pédagogique. Et en fait, on a dit aux professeurs, essayez d'avoir une réponse pour chacun, et de faire en sorte que chaque élève ait parfois un cours adapté, parfois une réponse individualisée. Sauf qu'aujourd'hui, dans cette école pour tous, les professeurs nous disent « nous ne savons pas faire avec cette hétérogénéité seuls ». Voilà, ça, c'est l'histoire de nos 20 ans. Aujourd'hui, si on veut cette école pour tous, en termes de formation, il y a deux choses. Et je crois qu'on l'a un petit peu oublié dans la loi de 2005, parce qu'on s'est surtout penché sur la compensation en oubliant la question de l'accessibilité. Et comment est-ce qu'on faisait, comment faire en sorte que l'école soit un lieu accessible, et je ne parle évidemment pas que de bâti scolaire, je parle d'accessibilité des contenus d'apprentissage, de l'ensemble des matériaux qu'on peut mettre à disposition, pas nécessairement les ordinateurs, mais je crois que c'est un pan qu'on a quelque peu laissé de côté pour répondre d'abord à une volonté de compensation. Aujourd'hui, ce virage, il faut vraiment qu'on le prenne différemment. Et dans la formation de nos enseignants, cette question de la mise en accessibilité des apprentissages, elle est essentielle. Et elle est essentielle dans le disciplinaire. Il ne s'agit pas de former nos professeurs à l'école inclusive. Il s'agit de former nos professeurs à identifier quel est l'obstacle pour cet élève et ce que je fais quand je prépare mon cours pour que l'élève réussisse à dépasser cet obstacle. Et pour ce faire, il y a nécessité de ne pas le faire seul. Parce que la réponse individuelle, elle est nécessaire. Et notamment pour les élèves qui ont des troubles 10 au sens large. Et ça, l'école aujourd'hui dit, on n'est pas en capacité de le faire seul. Nous devons le faire avec les personnels du médico-social et les professionnels qui sauront nous aider à mettre en place les réponses en classe, in situ, qui permettront à l'élève de rentrer dans les apprentissages. Donc, il y a deux choses. La mise en accessibilité des contenus pédagogiques, ça c'est la première chose, et ça fait partie de nos objectifs en formation des enseignants, en formation initiale et continue. Et la deuxième, c'est apprendre à travailler avec nos partenaires et faire en sorte qu'il y ait de l'intermétier et des compétences qui, quelque part, viennent s'enrichir les unes avec les autres sur le temps de l'école et pour tout le temps de l'enfant. Parce que quand on parle formation des professeurs, c'est aussi s'interroger sur comment est-ce qu'on pense le travail que l'enfant va avoir à faire à la maison. Les devoirs. Comment est-ce qu'on pense, exactement, les devoirs. Comment est-ce qu'on pense, alors je vais donner un exemple un peu caricatural, mais l'enfant qui est puni en CE1, c'est du vécu aussi. L'enfant qui est puni en CE1 et qui a à copier 3 fois un texte de 15 lignes alors qu'il est dyspraxique. Donc, quelque part, ça, c'est vraiment un apprentissage qui doit se faire en intermétier. Et je crois que nos professeurs ne sont pas braqués à l'idée de le faire. Au contraire. Je pense. Nos professeurs attendent d'avoir l'opportunité d'être en lien avec les professionnels qui sauront les éclairer sur ce dont a besoin l'enfant pour pouvoir, quelque part, ne pas être en difficulté, mais aussi
qu'on leur reconnaisse que leur expertise à eux, c'est celle des apprentissages, et que ce qu'on leur demande, c'est d'adapter leur cours au regard des obstacles que pourrait rencontrer l'élève. Et est-ce qu'on pourrait imaginer, je pense que vous voulez intervenir après, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que dans le cadre de la formation, donc il y a une formation des enseignants au titre du handicap depuis 2019, c'est quand même des volumes assez faibles, 25 heures, voilà. S'ils veulent partir dans le cadre de la formation continue, la difficulté c'est qu'il faut pouvoir être remplacé, donc ça crée des petits écueils. Et je crois que c'est des formations qui sont très très généralistes. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement les former sur les troubles du neurodéveloppement, même expliquer le fonctionnement cognitif du cerveau, parce qu'il y a quand même une méconnaissance et il y a des attentes. Attendez, je termine. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, vous parliez de l'accessibilité. Alors, il y a la réponse à l'intervention, quelque part, et le fait d'avoir une pédagogie différenciée. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à l'accessibilité universelle des apprentissages ? J'imagine que vous y songez. Et j'aimerais, moi, parler des manuels scolaires et poser des questions à ce titre-là. Les manuels scolaires, aujourd'hui, ne sont pas adaptés aux enfants 10, alors qu'ils soient dyslexiques, dysorthographiques ou dyspraxiques. Je crois que c'est très compliqué parce que c'est porté, c'est des histoires d'enveloppes, de poches financières qui ne sont pas portées au niveau national. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une réflexion en fait au niveau national et de dire l'éducation nationale maintenant va doter, alors j'imagine que c'est des coûts, mais je pense que c'est des coûts qui sont moins importants que la mise en accessibilité des bâtiments, de dire maintenant tous les comme ça se fait en Italie, de dire maintenant les cours ils vont être accessibles pour les 10 en audio, des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez dans les années à venir, parce que j'imagine que ça se passe pas tout seul. Voilà, c'était ma question et après je crois qu'Eliane Pau veut intervenir. J'allais dire, il y a beaucoup de questions dans votre question. Et il y a beaucoup de questions, oui. Ça voudra aussi réagir. Alors d'abord, vous dire que c'est vraiment notre objectif, la question de l'accessibilité universelle. Et qu'on a à se nourrir de ce que pourra nous apporter le lien qu'on a aujourd'hui avec les partenaires de l'école, et notamment dans le cadre de la stratégie TND. Oui, mais... Ouais, allez-y. Non, parce que quand j'entends ça, je me dis, est-ce que c'est les faire venir ? Ça, c'est ce dont on discutera, je pense, avec Romain. Notamment. Aujourd'hui, on a, et je pense que c'est très important d'en parler maintenant, parce que ça va vous donner le modèle dans lequel on essaie de s'inscrire. On a aujourd'hui le déploiement des pôles d'appui à la scolarité. Les PASS. Les PASS. Qui remplacent les PIAL. Qui sont en expérimentation, qui sont en expérimentation. Mais en soi, c'est en préfiguration. Oui, c'est dans plusieurs départements, régions 4, je crois. On en avait 4 cette année et on aura... À septembre, ça va être déployé. Voilà, on en aura 500 à la rentrée prochaine. Aujourd'hui, l'idée de ces PASS, c'est de se dire, une forme de simplification, de pouvoir avoir un premier niveau de réponse aux difficultés rencontrées par les élèves, sans attendre la notification de la MDPH. Notamment sur l'ordinateur portable, par exemple. Notamment sur l'ordinateur portable, mais aussi et d'abord sur les adaptations pédagogiques et la mise en accessibilité des apprentissages, des contenus d'apprentissage. Et ça, notre idée, c'est que ça ne se fait pas dans un amphi de 200 personnes, où on viendrait dire, voilà comment on rend accessible un cours, mais que ça se fait in situ. Et donc, l'idée de nos formations aujourd'hui, et ça répond aussi à la question que vous évoquez de la difficulté de remplacer, parce que oui, les parents attendent aussi que les professeurs soient devant les élèves pendant le temps de classe. Notre idée, c'est bien de se dire que le professeur peut, dans sa classe, être observé par des enseignants spécialisés, par des ergothérapeutes, par des personnels qui sont experts dans le besoin et qui vont, avec le professeur, dire voilà comment on rend accessible et l'environnement scolaire et le contenu de ce qu'on propose à l'élève en classe. Donc, le PASS, c'est d'abord ce premier niveau de réponse aux familles. Mais c'est aussi ce premier niveau de réponse aux professeurs qui parfois se retrouvent en difficulté pour le faire. Et avec la grande volonté de simplifier l'ensemble des projets qu'on propose. Et en effet, d'arrêter de dire aux parents, il faut un PAI, il faut un PPRE, il faut un PPS, il faut un PAP, peu importe, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est regardons ensemble ce qui ne fonctionne pas bien et trouvons ensemble comment faire en sorte que ce que nous proposons aux élèves ne les mette pas dans une situation d'échec. Donc ça, c'est vraiment la dynamique dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui. Et je crois qu'il faut mesurer que ce que l'école a engagé comme processus, c'est la capacité de se dire que la réflexion partagée obligera l'ensemble du corps professoral à bouger sur le regard qu'on porte sur un enseignement qui serait extrêmement vertical et le même pour tous. Et sur l'écrit.
Enfin, là, je parlais sur pour les les 10. manuels. Et sur le manuel. Sur le manuel, oui. Pardon. Sur la question des manuels Oui. scolaires, c'est vraiment un sujet, et notamment sur le livre adapté, qu'il soit manuel ou livre, c'est vraiment un sujet dont on s'est emparé avec le ministère de la Culture, d'ailleurs, hein, parce que c'est un objet partagé, où vous avez raison. Notre question, c'est la question des budgets pour ces manuels. Et donc, je ne dis pas qu'elle est simple, je dis qu'aujourd'hui, elle est prise en compte dans l'ensemble des manuels qui sont réédités. Et en tout cas, qu'elle est... Avec les nouveaux programmes, par exemple. Exactement. Voilà, ça va être le cas, je crois. Ça arrive. Allez-y. Pour les passes, peut-être. Alors, juste pour redire, concernant la formation, pour être très clair et concret, on a demandé, j'ai demandé, en lien avec les deux ministres, Charlotte Parmentier-Lecocq et Elisabeth Borne, donc ministre de l'Éducation nationale, le fait d'expérimenter dans la région Occitanie des formations croisées entre professionnels de l'Éducation nationale et professionnels du médico-social, parce que la plus grosse difficulté, c'est que quand même, on a des professionnels qui n'ont pas du tout de culture commune, qui même en termes de posture professionnelle, je le dis, c'est totalement différent. C'est-à-dire que, et ça pose de gros problèmes dans certaines unités, là où dans d'autres unités on se rend compte que ça fonctionne bien, parce que finalement on a bricolé, on a réussi à faire que ces professionnels bénéficiaient déjà de formations communes. Mais j'ai besoin qu'on puisse aller plus loin là-dessus, de la même façon que j'ai réexprimé le fait que je souhaitais savoir ce qui était enseigné en termes de contenu dans les formations académiques auprès des enseignants sur les troubles du neurodéveloppement. J'estime que ça fait partie du périmètre de ma mission que de savoir ce qu'il s'y dit. Et donc, j'ai demandé un retour sur l'ensemble des supports de formation sur les sujets pour une raison très simple. C'est que dans notre pays, et y compris pour les troubles de la coordination, nous continuons quand même à être soumis à une remise en question de l'existence même de ces troubles, de là d'où ils viendraient. Et vous voyez les difficultés que j'ai, notamment quand j'ai des positions très affirmées pour dire que je ne veux plus entendre parler de la psychanalyse dans le champ des troubles du neurodéveloppement et plus particulièrement de l'autisme. C'est tout autant valable pour la dyspraxie et les troubles de la coordination. Et donc, alors à chaque fois que je nomme, et notamment que j'emploie le mot psychanalyse, il faut que vous sachiez qu'après, dans la semaine qui suit, je reçois un certain nombre de courriers assassins. Mais j'assume et je continuerai à assumer, c'est inacceptable de ne pas faire appel à globalement des pratiques qui soient conformes aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'autre sujet qu'il y a derrière, c'est qu'on doit rétablir les choses, mais ça veut dire que ce discours de vérité, il faut l'avoir dans les deux sens. C'est-à-dire que la prévalence des troubles du neurodéveloppement n'augmente pas. Non, c'est le dépistage. Le dépistage et le repérage augmentent, mais la prévalence n'augmente pas. Ça permet aussi de déconstruire un schéma qui est aussi présent chez des professionnels du médico-social, comme des professionnels de l'éducation nationale, qui vous disent « oui, non, mais de toute façon, maintenant, tous les enfants sont 10 ». Non, déjà, tous les enfants ne sont pas 10, et heureusement d'ailleurs pour les enfants, parce que c'est pas facile d'être 10. Mais c'est surtout que, en fait, c'est des enfants qui étaient au fond de la classe, qui pour certains étaient soit TDAH, soit dyspraxiques, soit dyslexiques, mais ils ont toujours existé. Mais j'insiste là-dessus parce que parfois, finalement, dans les grands défenseurs il faut mieux accompagner les troubles du neurodéveloppement, pendant longtemps, on a entendu, et moi j'ai été surpris quand j'ai pris mes fonctions, on disait oui, non, mais les troubles du neurodéveloppement, ça ne cesse d'augmenter. Et quand je suis arrivé, par exemple, on disait il y a 2% d'enfants autistes. Non, il n'y a pas 2% d'enfants autistes. Hein. Je le redis ici. Il y a 1% de la population mondiale qui est concernée par un trouble du spectre de l'autisme, et c'est des chiffres de la littérature très récents. Les chiffres européens disent même plutôt 0,6%, et c'est rassurant. Ça veut dire qu'on parle de troubles qui sont sérieux, qui ont des répercussions fonctionnelles importantes. C'est pas une vue de l'esprit avec de l'autodiagnostic, et c'est pareil pour les troubles de la coordination. Le dernier point sur lequel je souhaitais finir, et puis ça va peut-être faire un relais notamment avec mon collègue ergothérapeute, c'est que sur les plateformes de coordination et d'orientation, donc je vous rappelle le schéma pour ceux qui ne sont pas au fait, 0,6 ans, maintenant 7-12 ans, on en a dans tous les départements pour les 0,6 ans. Ça permet un adressage vers ergo, psychomote, psychologue pendant 1 an renouvelable une fois, sans reste à charge. Au-delà du fait que je regrette la dénomination PCO, parce que c'est encore un acronyme de plus, et je vois Geneviève Laurent, c'est-à-dire, Geneviève, je l'ai déjà dit, mais PCO, CAMS, CMPP, les familles, je pense qu'au bout d'un moment, c'est un peu lourdingue. Et l'école. Sauf que pourquoi on a créé les PCO ? Parce qu'il y avait quand même un petit sujet de rattrapage qualité sur beaucoup de structures, et que les PCO nous ont permis de contractualiser sur la qualité. Et donc par rapport aux propos que je viens de tenir, quand j'ai un professionnel qui ne respecte pas les recommandations de la Haute Autorité de Santé, je peux demander à ce qu'il ne contractualise plus avec les PCO. Et je peux vous dire que c'est arrivé, ça arrive de moins en moins, parce que je pense que le message est en train de passer.
Mais j'ai eu récemment, notamment, un psychologue qui, globalement, avait un site internet, c'était l'équivalent de j'aimelacan.com, quoi, pour vous la faire courte, et qui disait, n'hésitez pas à venir me voir, vous pouvez me retrouver à la PCO du coin. Bon, bah écoutez, j'ai dit, notamment l'agence régionale de santé, bah, vous êtes sympa, mais vous lui dites que c'est fini, et qu'il ira avec J'aime Lacan, et qui il veut, mais ailleurs, mais pas dans les PCO. Et donc ça nous a permis de contractualiser sur la qualité, et ça veut dire, et c'est là où ça m'intéresse aussi d'avoir l'avis des ergos, c'est que pour autant, je vais vous dire, c'est restrictif. Ergo, psychomote, psychologue, c'est restrictif. Mon souhait, et je l'ai demandé à l'assurance maladie, c'est qu'on réfléchisse à un élargissement des professionnels. J'ai fait la demande officielle à l'assurance maladie, un élargissement des professionnels qui pourraient intervenir dans les PCO. Autrement dit, moi je préférerais, si vous voulez, qu'on dise que les enfants qui arrivent en PCO et qui ont un parcours validé, vu que c'est 1 500 € x 3 pour chacune des catégories professionnelles, plutôt on dit, bah voilà, c'est 4 500 € par enfant et par an. Et ces 4 500 €, vous les ventilez sur les professionnels qui sont les plus importants dans l'accompagnement de l'enfant. Parce que tous les enfants n'ont pas besoin d'un ergo, tous les enfants n'ont pas besoin d'un psychomote. Et par exemple, ça me permettrait aussi de dire aux orthophonistes, qui sont, et j'échange beaucoup avec la FNO, qui sont sur un modèle très libéral, au bon sens du terme, de leur dire, vous pouvez aussi contractualiser avec une PCO, c'est pas mal. Et donc, en contrepartie de ça, j'aimerais que l'on puisse valider un forfait de réunion de concertation pluridisciplinaire, parce que je pense que ce qui nous protégera pour l'avenir, c'est aussi d'arrêter de poser des diagnostics tout seul au doigt mouillé, faire des accompagnements au doigt mouillé. C'est pas, oui, j'ai l'impression que ce jeune est autiste, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Non, en fait, ça n'existe pas. De la même façon que quelqu'un qui est dyspraxique, on peut avoir, globalement, on se dit, oui, je sens quand même qu'il y a quelque chose, mais il faut que ça soit évalué avec l'ensemble des collègues. Mais ça, il faut qu'on valorise pour les professionnels, pour leur donner envie de travailler dans les PCO, il faut qu'on valorise ce travail en groupe. Donc ça, j'ai fait la demande aussi officielle à l'assurance maladie. Et l'autre point qui concerne les nombreuses familles qui sont dans la salle, on travaille activement pour un forfait sur la guidance parentale. Pour une raison. Pour le TDAH, beaucoup. Hein. Pour le TDAH, mais pas que. Parce que quand vous êtes parent et que votre enfant, vous commencez à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et ben en fait, on ne devient pas expert. Enfin, vous pouvez tous en témoigner du jour au lendemain. Et la guidance parentale, c'est pas les professionnels qui viennent dire aux parents regardez tout ce que vous avez mal fait. Le mot, il est un peu galvaudé, hein, la guidance parentale. Il était beaucoup méthode Berkeley sur la TDAH. C'est ça que je me permettais. Soutien aux familles. Oui. Et avec des méthodes qui ne sont pas des groupes de parole. C'est-à-dire que c'est très structuré, la guidance parentale. Et moi, ce qui m'importe le plus dans les PCO aujourd'hui, que ce soit la guidance parentale, ce que font les ergos, les psychomotes, les psychologues, c'est qu'on mesure, et pour l'instant on ne le fait pas assez, on mesure si oui ou non ça a vraiment fait progresser les enfants. Parce que je vais vous dire, tous la main sur le cœur, on dit que les PCO c'est génial. Intuitivement, on sent que c'est génial. La réalité, c'est que pour l'instant, on a du mal à mesurer ce progrès. On sait qu'il existe, hein. Mais je vais vous dire, si on veut pérenniser une politique publique, il faut qu'on puisse prouver ça. Et le dernier point, comme ça fait le relais, c'est l'adressage vers les PCO. J'ai commencé à ouvrir la boîte de Pandore. Vous savez qu'il faut normalement aller voir le médecin, remplir une grille de repérage qui est présente dans le carnet de santé pour aller vers la PCO. J'ai réuni l'ensemble des médecins des PCO étant médecin moi-même. Je vous avoue que la discussion a été assez animée. Je souhaiterais quand même qu'on réfléchisse à élargir cet adressage. On parle juste d'un repérage. Je pense que les premiers acteurs du repérage, c'est les familles. Oui, c'est le cas d'ailleurs, dans les études. Ensuite, il y a de nombreux professionnels, les ergos, les psychomotes, les orthophonistes qui participent au repérage des écarts des troubles du neurodéveloppement. L'école, moi je ne serais pas choqué, si vous voulez, que dans une réflexion pluridisciplinaire, peut-être que c'est ça qu'il faut qu'on dise, qu'il faut que ça soit pluridisciplinaire, que les enseignants disent, écoutez, j'aimerais bien, en concertation avec la famille et les professionnels du médico-social, que cet enfant soit vu dans une plateforme de coordination et d'orientation. Est-ce qu'il y a nécessairement besoin d'un médecin pour ça? Je ne suis pas convaincu. Et donc, c'est ça aussi qui va permettre un repérage de plus en plus précoce. Donc, pour l'instant, je vous donne les chiffres. 40% des PCO sont favorables à l'élargissement. 60% sont pour l'instant contre parce qu'elles ont peur que ça vienne emboliser leurs files actives. Rassurez-vous, j'ai considéré que ces 40% étaient suffisants pour lancer une expérimentation sur le sujet. Donc, nous allons voir comment, sur quelques PCO, on peut élargir cet adressage. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup. Alors, la grande difficulté des PCO, tout le monde le sait, mais malheureusement, c'est qu'elles sont saturées, puisqu'il y a des pénuries de professionnels de santé. Mais alors... Justement, si on élargit, bon, pourquoi pas. Alors Romain, justement, on a beaucoup parlé donc de l'école. Alors, je vais faire le lien. Toi, enfin vous, en tant qu'ergothérapeute, comment est-ce que les professionnels de différents horizons pourraient mieux travailler, enfin notamment ergothérapeutes, avec les enseignants? Bonjour à tous. Moi, j'étais très intéressé par les propos qui ont été tenus jusqu'ici, mais du coup, je constate qu'on reste quand même sur un modèle qui continue à considérer le médico-social d'un côté et le milieu de l'éducation de l'autre. On parlait tout à l'heure de ce qui marchait du côté anglo-saxon. Moi, ça m'interroge beaucoup parce qu'on voit qu'ailleurs, ce qui marche, c'est que finalement, les ergos, alors moi je parle de mon métier, mais les ergos sont intégrés dans le système scolaire directement.
On a de la réponse à l'intervention, on a des professionnels de santé, du médico-social qui sont intégrés et qui font partie de la même équipe que l'équipe pédagogique. Et moi, je crois que ça compte beaucoup. Tout à l'heure, on parlait de la culture qui peut être différente entre le médico-social et le scolaire. Je pense que déjà, quand on a le même employeur, c'est un peu différent de travailler ensemble. Quand on fait partie du même bateau, quand on est dans la même équipe, c'est très, très différent. Et je pense que c'est un espace de discussion qu'il faut être capable d'ouvrir. Parce qu'en fait, sur le terrain, on se rend compte aujourd'hui qu'on se rencontre essentiellement en réunion, à l'initiative souvent des familles, en premier lieu, une fois par an. Est-ce que c'est suffisant? Ensuite, c'est à l'initiative peut-être des enseignants et des professionnels de santé, mais encore une fois, c'est des individus. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur un modèle qui fonctionne de cette manière, de manière individu dépendante? Je ne sais pas. Moi, dans ma pratique, en tout cas, c'est un vrai espace de collaboration qui est manquant. Moi, je collabore avec les enseignants, j'essaie de le faire dans la limite de ce qui est faisable aussi pour moi en termes d'organisation. C'est aux frais des familles la plupart du temps, malheureusement. Et pour moi, c'est pas juste que ce soit aux familles de financer des actions qui sont présentes pour soutenir les enseignants et accompagner le milieu scolaire, en fait. Même si j'entends les efforts qui sont faits par l'Éducation nationale et j'en suis témoin au fil des années, je vois bien l'évolution. Mais je vois quand même que le fait qu'on soit d'une culture différente et qu'on ne soit pas sous le même chapiteau, entre guillemets, rend parfois les discussions impossibles. On parlait tout à l'heure des 3 types d'enseignants irrécupérables, etc. Je pense que les enseignants irrécupérables, moi j'ai envie de croire qu'ils n'existent pas et qu'avec du temps on y arrive. Et potentiellement si on travaille avec eux et qu'on est tous les jours à côté d'eux dans une salle de classe, c'est un peu différent ou dans la salle des profs. Et le processus de réponse à l'intervention, c'est un peu ça, c'est aussi de se dire, pour 80% des enfants, on va raisonner ensemble sur la conception universelle de l'apprentissage. Et puis pour une petite proportion d'enfants, 15%, on va travailler enseignants et équipes médico-sociales à différencier les savoirs et rentrer dans ce qu'on appelait l'individualisation. Et puis pour les 5% restants, eux, ils ont besoin peut-être de temps supplémentaire. Et peut-être que dans ce modèle-là, on peut leur accorder du temps supplémentaire et ça répondrait peut-être à l'enjeu du manque de professionnels de santé, du manque de structure aussi qu'on évoquait tout à l'heure. Donc je pense qu'il y a vraiment, on parle depuis tout à l'heure d'enjeux presque individuels, et moi je raisonne aujourd'hui plutôt en enjeu populationnel. Je pense qu'il y a vraiment un débat à ouvrir là-dessus. Anne Padier-Saboudou, s'il vous plaît. Mais merci beaucoup parce que ça me permet d'expliciter le fonctionnement du PASS. Et Qui fait vous savez quand même que le PASS n'a pas de très bonne presse. Est-ce que vous le savez? Mais je crois que c'est dommage. Ça s'améliore. Ça s'améliore. Et je crois que c'est dommage. Parce que justement, le modèle qu'on entend, c'est celui-ci. C'est le médico-social. C'est l'appui des professionnels libéraux dans l'école. Et c'est se dire que c'est ensemble qu'on expertise le besoin, que c'est ensemble qu'on met en place le processus qui va permettre d'y répondre, et que c'est dans le quotidien de l'enfant. Et ça, c'est quand même un modèle, je crois qu'on porte tous de notre volonté, de se dire qu'aujourd'hui, on prend en compte tous les temps de l'enfant, on prend en considération l'ensemble de ses besoins, et pas uniquement ses besoins pédagogiques, et on le fait avec un regard croisé. Je crois que l'autorégulation en est le modèle idéal. Le PASS en est une réponse que je qualifierais vraiment de premier niveau pour des enfants qui ont une petite difficulté à un moment et pour lesquels on se dit vraiment il faut qu'on trouve une piste de réponse. Ce serait pas comme le PPRE parce que non. Voilà, ce serait au-delà quand même, un peu au-dessus du PPRE parce que le PPRE c'est quand même Alors je sais pas si c'est non, au-dessus, c'est pour comprendre, en dessous, c'est juste pour voir comment vous le c'est se dire que on a un enfant. Cet enfant rencontre un obstacle, un empêchement dans ses apprentissages, un empêchement à l'école, un empêchement à être bien à l'école. Les enseignants se posent la question de ce qu'il faut pour lui, et ils ne se la posent pas seuls. Ils se la posent avec des professionnels du soin, du médico-social, des professionnels libéraux, des professionnels qui appartiennent à un CESAD, peu importe, des gens qui ont une expertise métier, qui vont venir regarder en croisée comment on va pouvoir y répondre. Et ça, à mon sens, ça répond à tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure. On simplifie, on arrête d'avoir des plans différents, on permet à l'ensemble des enfants d'avoir une réponse de premier niveau sans attendre les mois qui permettent d'avoir une reconnaissance de handicap. On se dit que parfois la reconnaissance de handicap n'est pas nécessaire. On pense le parcours de l'élève jusqu'à son entrée à l'université, etc., etc. C'est vraiment le modèle inclusif dans ce qu'il aurait de plus vertueux, en ce sens qu'il arrête de cloisonner, qu'il arrête le millefeuille qu'on a évoqué tout à l'heure, et de dispositifs et de compensation. Et je ne dis pas que c'est... Là, je suis en train de vous présenter un monde idéal, je ne vous dis pas qu'on y est. Je dis que c'est notre objectif et que j'espère bien qu'on va le tenir.
Oui, je veux juste réagir. Moi, je trouve que c'est très intéressant, mais dans les faits, dans l'application, je pense qu'on est toujours confronté à la même problématique. C'est des individus qui vont devoir solliciter d'autres individus, qui vont devoir être disponibles pour intervenir dans cet environnement-là. Là où, si l'éducation nationale avait dans ses équipes des professionnels médico-sociaux, comme on a des psychologues scolaires, comme on a des infirmières scolaires, de moins en moins peut-être, mais du coup, je re-questionne le système encore une fois. Si ces professionnels-là étaient intégrés directement dans ces équipes, on n'aurait pas ces contraintes organisationnelles. Et pour moi, la faille, elle reste un peu comme tout à l'heure, on discutait de la loi, elle va vers un idéal, et dans l'application, ça ne marche pas. Là, moi, j'ai l'impression que dans l'application, on ne va pas y arriver, parce que dans l'application... Alors, oui. Juste, pour rebondir là-dessus, ce débat de savoir si est-ce qu'il faut que tous les professionnels soient sous la coupole éducation nationale ou sur la coupole médico-sociale, et si vous voulez un serpent de mer qui n'est pas récent malheureusement, et en fait les pôles d'appui à la scolarité ont cristallisé un petit peu toutes ces tensions. C'est-à-dire que d'un côté on a eu... et c'est là où, si vous voulez, il faut qu'on se mette tous face à nos propres contradictions. C'est-à-dire, on ne peut pas dire d'un côté, parce que c'est le discours qu'on entend beaucoup, dire l'école est complètement irresponsable et ne sait pas gérer le handicap, et je grossis le trait, mais Anne sait que c'est ce qu'on entend souvent. Et de l'autre côté, dire il faut que l'école prenne ses responsabilités. Si on veut que l'école prenne ses responsabilités, il y a un moment, il faut qu'on accepte qu'en effet, on fasse monter à bord de l'école, et je rejoins ce que vient de dire notre collègue, il faut qu'on fasse monter les professionnels sans doute du médico-social. Sans doute qu'à terme, il va falloir une réflexion sur qui devient l'employeur unique. Mais je vais vous dire, le sujet, il est malheureusement d'étage en étage. Parce que si derrière, vous allez devoir vous poser la question, vous allez poser une question qui est extrêmement politique et qui est compliquée, c'est-à-dire que le social, il est financé en partie par l'État et en partie par les départements. Est-ce qu'à terme, il faudrait choisir l'un des deux, quoi ? Et je me garde bien de faire un quelconque commentaire sur le sujet pour ne pas avoir de soucis avec l'ensemble du gouvernement et les présidents de conseils départementaux, mais vous vous doutez bien que c'est un souci. Et la chose, alors je vais vous dire, à la délégation interministérielle, timidement, dans le cadre de cette stratégie nationale, on a de la chance, elle est financée, elle est sanctuarisée. Je vais vous dire, je crois en ce moment assez peu au pouvoir de la loi pour avancer rapidement. Je vous le dis très simplement. Au décret, au circulaire ? Je pense au décret, au circulaire, aux instructions. Je vous donne un exemple. On a sorti une instruction là, il y a 15 jours, que j'ai signée il y a 15 jours, qui instaure des SAMSA qui vont permettre à des personnes autistes sévères de travailler en entreprise. Mon principe est toujours le même, c'est de voir quelles sont les coquilles juridiques existantes qui nous permettent de créer quelque chose sans de nouveau faire un arsenal législatif. Parce que je vais vous dire, bon, déjà, c'est peut-être parce que peut-être j'en sais rien, c'est peut-être que je suis très feignant et que j'aime pas faire appel à la loi, mais c'est que j'ai constaté, n'étant pas expert du sujet, que c'était quand même assez compliqué. Et vous voyez, par exemple, l'autorégulation à l'école, c'est assez révélateur. Tout le monde oublie que l'autorégulation à l'école, en fait, la base juridique, c'est un CESAD, encore une fois. Personne ne le sait. Hein. Quand je demande, mais vous savez ce que c'est, les DAR, les dispositifs d'autorégulation à l'école, tout le monde me dit oui, c'est un nouveau dispositif médico-social. Non, c'est un CESAD. Et en fait, et ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire que si moi, l'avenir de l'école, c'est de dire que globalement, on prend par exemple le modèle CESAD, et on dit on peut greffer un maximum de dispositifs médico-sociaux là-dessus, que les professionnels ils s'organisent comme ils l'entendent, parce qu'en réalité, pourquoi on a utilisé le CESAD ? C'est parce que c'est un des modèles juridiques les plus souples qui existent. Mon objectif, à chaque fois que je regarde tout ce qui existe, c'est de voir quel est le plus souple. Le SAMSA pour les adultes était le plus souple, je l'ai utilisé. Si pour les enfants et l'école, c'est le CESAD, on utilisera le CESAD. Et pour rejoindre ce que disait notre collègue sur les passes, là où on aura réussi avec les passes, c'est le jour où globalement on aura supprimé ce qu'il y a en dessous. C'est-à-dire que si on continue... Moi je vais vous dire, j'ai aucun problème pour dire que les passes, on pourrait penser à des plateformes d'appui à la scolarité V2, et qui en fait intègrent tous les dispositifs scolaires que j'ai cités, et de façon beaucoup plus intégrée sous la forme d'une plateforme. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a lancé des études sur les données, et d'ailleurs en associant l'éducation nationale, que je remercie. Vous avez des endroits où globalement en termes de taux humain, de taux d'accompagnement humain par enfant, on est largement à ce qu'il faut. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un organisme gestionnaire qui s'occupe du CESAD, vous avez les AESH, vous avez un organisme gestionnaire qui s'occupe de l'UEMA, un organisme gestionnaire qui s'occupe de l'UEA, un autre qui s'occupe de l'autorégulation à l'école. Et puis à chaque fois on me dit « Ah bah oui, mais vous comprenez, on a 0,4 ETP de psychomote, on a 0,4 ETP de psychologue, donc c'est compliqué, on n'arrive pas à tout faire. » Bah ouais, mais je suis désolé, il y a un moment, ça ne va pas. Si chacun est de son côté, ça ne va pas. Raison pour laquelle il y a déjà deux choses auxquelles je suis très favorable, et comme ça je mets les pieds dans le plat. C'est imposer les admissions aux organismes gestionnaires. Je continue à l'assumer parfaitement, d'autant plus que je viens de ces organismes gestionnaires. C'est-à-dire que globalement, ça permettra de dire aux bons élèves,
on va un peu relâcher la pression, vous faites du bon boulot, et on va demander aux autres, ils ne sont pas majoritaires, mais ceux qui globalement n'accueillent pas les situations suffisamment complexes, il va falloir s'y mettre. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point, c'est de dire que peut-être il faut une responsabilité populationnelle sur un territoire. C'est-à-dire que quand vous êtes un organisme gestionnaire, que vous avez en gros tous les établissements gestionnaires du sud du département, et que vous avez, pour une raison qui nous échappe, un établissement sur le nord du département, bah ouais, globalement, ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien parce que sur le nord du département, résultat, vous ne travaillez pas en coopération avec les autres. Donc est-ce que si on dit demain, certains organismes gestionnaires sont en responsabilité, peut-être qu'ils ont tous les niveaux de l'offre, comme il en existe dans un certain nombre de situations, mais qu'on leur dit, vous avez tous les niveaux de réponse sur le handicap, mais par contre, c'est à vous de répondre quand il y a un enfant qui n'a pas de solution. Et je le dis d'autant plus clairement parce que vous savez ce que j'ai en tête. J'ai notamment en tête les ITEP, les DITEP, dans lesquels on l'oublie, il y a beaucoup d'enfants qui présentent des troubles de la coordination. Oui. Et les IME, tout autant. Et donc, si à un moment, il va falloir qu'on remette les choses au clair. Donc là, je ne vais pas me faire des copains en disant ça, mais je l'assume. Évidemment qu'il faut se poser la question d'imposer les admissions et qu'on arrête de tourner autour du pot en disant oui, non, mais en fait, c'est l'accueil inconditionnel, etc. Ouais, il faut dire les choses. Ce qu'on pense, c'est qu'il faut penser à imposer les admissions. Qu'un directeur d'établissement, tout seul, puisse décider que non, il n'accueille pas les situations les plus sévères, c'est inentendable. Donc il faudra qu'il y ait une concertation avec l'ensemble des acteurs sur le sujet et je serai présent à leur côté pour le faire. Merci Vincent. Alors bon, là on a beaucoup parlé quand même de l'école, des admissions et tout ça. On n'a pas du tout évoqué la formation des enseignants, notamment de sport, pour les TDC, mais ce sera un autre sujet à un autre moment. Dans les freins les plus importants dans les TDC, enfin il y avait quand même cette idée que on est dans la stratégie du trouble du neurodéveloppement. Les TDC sont représentés, mais finalement pas tant que ça, c'est ce que vous disiez. Un des grands enjeux, c'est l'accès à l'emploi, et notamment au permis. Il y a des travaux donc, qui ont été portés par DFD sur ce sujet. Qu'est-ce qui pourrait être fait justement? Quelle meilleure prise en compte? Sur quoi vous travaillez aujourd'hui pour permettre à ce que les adultes avec un TDC puissent avoir accès au permis, à des prises en charge? Parce que c'est souvent beaucoup plus cher, ils passent en boîte automatique, il n'y a pas forcément d'auto-école et ça ne rentre pas dans la PCH. Donc qu'est-ce qui pourrait être mis en place? Tout à fait. Alors c'est vrai que, comme je disais lorsque je présentais l'association, le permis de conduire, c'est un sujet qui nous occupe beaucoup. Ça m'a même été le premier qu'on a traité lorsqu'on a créé l'association. On a été alerté par des familles. Donc on a fait une première enquête pour savoir un petit peu de quoi il en retournait, ce qui nous a permis de travailler avec la sécurité routière. Donc on est toujours en relation régulière avec la sécurité routière. Et ça, c'est très important. Dans les difficultés qu'on rencontre, c'est la formation des enseignants de la conduite. Vous voyez, pareil, on retrouve dans ce problème de formation des professionnels. Donc là, on y travaille. Alors, on a réalisé un guide il y a quelques années avec le CEREM. La délégation à la sécurité routière travaille sur cette question de la formation des enseignants avec un séminaire qui s'est tenu en fin d'année 2023, à notre initiative d'ailleurs, avec un certain nombre d'acteurs autour du permis de conduire. Donc voilà, c'est un sujet qui est toujours sur la table. On a une autre difficulté par rapport au permis, ce que j'évoquais aussi rapidement tout à l'heure, c'est la labellisation des auto-écoles. Où trouver une auto-école qui sera 10 accueillante, entre guillemets, ça c'est une vraie difficulté. Est-ce que c'est des choses qu'on impose? Est-ce qu'on compte simplement sur la bonne volonté? Et puis si on a une auto-école qui dit bah voilà, moi j'ai le label, je sais faire, il faut avoir une garantie que ça puisse être fait dans le temps aussi, parce que si les acteurs changent, il faut aussi que ce niveau de compétence dure. Ça c'est important. Et puis effectivement, on a une grande difficulté qui a été montrée par une enquête qu'on a réalisée en 2021 sur le coût du permis de conduire. Alors, il y a eu un rapport parlementaire qui a été remis à Édouard Philippe à l'époque, quand il était à Matignon. J'avais été auditionné dans le cadre de ce rapport, donc qui montrait que la moyenne nationale pour avoir le permis, c'était 35 heures. Le coût moyen, c'était 1 800 €. Alors, on a à peu près les 2/3 des répondants qui sont à peu près dans la moyenne, voire au-dessus, un peu au-dessus, mais ça reste raisonnable. Et puis, on a quand même environ un tiers qui est très, très nettement au-dessus. Et ça a été démontré par notre enquête, lorsque les adultes sollicitent les MDPH, c'est des refus quasi systématiques. Donc là, on se dit qu'il y a une vraie question de sensibilisation des MDPH sur cette question. Il faut vraiment comprendre que c'est une des conséquences du handicap, donc il y a besoin d'un moyen de compensation. Alors on n'est pas pour un forfait pour les 10, comme on peut le voir parfois sur le net, par des groupes.
parce que sinon, il faudra faire des forfaits pour tout le monde, finalement. Alors, l'idéal, c'est de le faire gratuit, le permis, mais je ne sais pas si on a les moyens, dans les finances publiques, de le payer. Mais sinon, ça serait de se dire, voilà, à partir d'un certain nombre de leçons au-dessus de la norme, Au-dessus de 20 heures, par exemple. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est 60, 80, 100, j'en sais rien à discuter. Identifié. Là, on est plus dans la compensation du handicap, et à ce moment-là, pouvoir demander la obtenir une aide PCH pour le financer. D'accord. Mais finalement, ça me permet de rebondir sur le fait que je pense que la clé d'un grand nombre de sujets qu'on peut discuter, que ce soit le permis de conduire, que ce soit l'école, le suivi des médecins, etc., c'est la formation et la sensibilisation. Et on se rend compte, enfin moi je le fais parce que je fais des sensibilisations d'enseignants dans mon département, que lorsque je sensibilise des enseignants, il m'est arrivé, et j'ai eu des remontées dans ce sens, que dès le lendemain, les enseignants se mettaient à adapter. Et pourquoi ? Parce qu'ils avaient compris pourquoi il fallait adapter. À travers des mises en situation, quand on fait écrire avec la mauvaise main, avec des gants, etc., des choses pas compliquées qui ne coûtent pas cher, les enseignants comprennent que, oui, effectivement, le geste, quand il n'est pas automatisé, quand on est en double tâche, c'est extrêmement fatigant. Et puis qu'on ne peut pas tenir comme ça. Moi, j'ai eu des enseignants pendant les exercices qui jetaient leur stylo à travers la pièce, parce qu'ils n'en pouvaient plus, parce que pour eux, c'était insupportable, cette situation d'échec. Donc, alors, je ne dis pas qu'il faut faire une formation sur le TDC, puis sur chaque trouble, chaque handicap, à tous les enseignants, une formation complète, parce que là, on ne peut pas s'en sortir, mais avoir un minimum de connaissances qui permettent de comprendre pourquoi on a besoin d'une aide à un moment donné, pourquoi on peut avoir besoin de l'AESH, pourquoi on peut avoir besoin de l'ordinateur, d'avoir peut-être les cours en amont sur une clé USB plutôt que d'avoir... et ça coûte rien. La clé USB, c'est la famille qui la finance, donc ça coûte rien du tout. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on comprend pourquoi on fait les choses, là, à ce moment-là, ça donne du sens, et du coup, on peut les faire. Mais donc, c'est valable pour l'éducation, donc c'est valable pour le permis de conduire, et moi, je vois tous les inspecteurs que je forme sont des gens particulièrement bienveillants, qui ont envie que les candidats réussissent. Donc ça, je tiens à le signaler aussi. Et on travaille vraiment très bien avec la sécurité routière sur cette thématique. Dans les autres difficultés qu'on rencontre, et là aussi on revient sur le problème de la formation, de la sensibilisation, c'est la formation des médecins. On a de vraies difficultés par rapport à ça. Dans ma région, on a créé un collectif avec d'autres services de soins et d'autres associations. On a pu rentrer à la fac de médecine. On a eu pendant 2 ans, 3 fois 3 heures d'intervention auprès des étudiants en médecine. On a eu 3 fois 3 heures. Alors c'était des étudiants qui se destinaient à être soit médecins généralistes, soit pédiatres, mais c'était optionnel. Ils avaient ça, ou alors c'était les problèmes de nutrition, très important aussi quand on travaille avec des enfants. Ils ne pouvaient pas faire les deux. C'était fromage ou dessert dans le menu, mais ils ne pouvaient pas suivre les deux. Donc on a fait ça pendant plusieurs années avec des médecins, neuropédiatres, des professionnels, enfin des choses bien construites. Il se trouve que maintenant, on a 1 heure pour parler. Pourquoi ? Des troubles des apprentissages, de la coordination, des troubles du langage. Vous savez pourquoi ? 1 heure pour sensibiliser des futurs médecins généralistes ou futurs pédiatres. Il y a un moment où on se dit que c'est pas très sérieux, quoi. Mais et là, c'est vraiment, pour nous, un sujet très important. On demande aux médecins de coordonner un parcours de soins. Il faut qu'ils sachent de quoi il en retourne. On demande aussi aux médecins d'être l'acteur clé du repérage. Aussi. Enfin, oui, lui doit pouvoir poser un diagnostic, même si lui, il intervient après le repérage. Et on sait très bien que les médecins traitants sont des gens qui ont plein de bonne volonté, qui ont un travail énorme. Voilà, c'est compliqué. Beaucoup d'administratifs aussi à faire, ils s'en plaignent. Mais tant qu'il n'y aura pas eu dans les facs de médecine des formations pour les médecins, et puis après en formation continue, moi j'ai regardé des programmes qui étaient proposés pour des neurologues sur les troubles du neurodéveloppement. Sur le TDC, on doit avoir 45 minutes à peu près. Donc là, on se dit quand même qu'il y a un manque, il y a un réel manque. Parce que ça permet aussi de rebondir sur le fait, et ça a été évoqué tout à l'heure, que pour le diagnostic des adultes, on est en énorme difficulté. Oui, en Dans retard. plein de régions, nos bénévoles sont incapables de donner... Alors certains y arrivent, ils en ont, par chance. Mais dans plein de départements, on est incapable de donner des noms de médecins qui peuvent poser des diagnostics pour les adultes. On a fait une enquête en région Rhône-Alpes, il y a quelques années, auprès d'adultes qui avaient été diagnostiqués, donc s'étaient débrouillés comme ils pouvaient. En fait, on leur a demandé si vous aviez une structure dans la région, regroupant les professionnels, permettant de poser un diagnostic, est-ce que vous l'auriez sollicité ? On a eu 100% de réponses positives. Donc ça veut bien dire quelque chose quand même.
Donc, alors, est-ce que c'est des centres référents pour adultes qu'il faut créer? Je ne sais pas, il faut réfléchir. Et ça me permettait de... Parce que je vois que l'heure tourne, malheureusement. Moi, en fait, il y a deux mots qui me paraissent importants. C'est la sensibilisation. Donc, j'ai donné à travers quelques exemples que vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement important. Bon, je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, évoquer la sensibilisation des professionnels des loisirs, du sport, etc. Et un autre mot, c'est la co-construction. Nous ne sommes pas une association qui dit simplement il n'y a qu'à Faucon. Parce que ça, c'est pas très difficile à faire. On fait une liste, on l'envoie, on la donne, et puis débrouillez-vous. On n'est pas dans cette optique-là. Nous, on est vraiment dans cette optique de co-construction. C'est pour ça que Étienne Pau le sait, on a demandé à pouvoir rejoindre la stratégie nationale, non seulement pour donner des idées, mais aussi pour travailler ensemble, à l'aide de notre comité scientifique, travailler avec l'éducation nationale. Enfin, pour nous, ça paraît très important que pour définir des politiques, il n'y ait pas seulement les représentants des ministères, les professionnels, mais que la place des familles aussi soit vraiment mise en avant. On n'a pas forcément toutes les solutions, on n'a pas la science infuse, on n'a pas toutes les connaissances, mais enfin, pour nous, c'est vraiment ce triptyque qui peut fonctionner. Les représentants des ministères, que ce soit l'éducation, la santé, etc., les professionnels et les associations pour pouvoir avancer ensemble, essayer de trouver des solutions. Enfin, nous, on est là pour ça. Au départ, ce n'était pas un projet de vie que d'emmener notre gamin à la MDPH ou faire des bilans ou même être là aujourd'hui. C'est vraiment qu'on a des choses à porter et on a envie que les choses avancent. Donc voilà, je pense que c'est vraiment très important ce travail en partenariat. Merci beaucoup. Alors Étienne Pau, est-ce que vous pouvez réagir très rapidement, parce qu'on a atteint le bout, je crois. Alors, juste sur la formation des médecins, c'est un sujet que l'on partage totalement, et d'ailleurs, quel que soit le trouble du neurodéveloppement, juste vous dire que la difficulté, c'est que les volumes de formation sont déjà extrêmement conséquents, mais pour autant, vous vous doutez qu'en tant que délégué interministériel, je défends quand même l'idée qu'il faut impérativement qu'on augmente la formation, mais ça veut dire aussi que nous, il faut qu'on on soit en capacité de faire des formations. Et c'est aussi pour ça que j'interpelle beaucoup d'organismes de formation, des formations qui soient plus courtes, plus adaptées, que ce soit pour les médecins ou quels que soient les professionnels. Je ne suis pas sûr que de faire l'historique des différentes dénominations diagnostiques des troubles du neurodéveloppement sur 17 générations, ça va grand-chose. Pour avoir suffisamment enseigné quand même, y compris en tant que médecin à l'université, voilà, j'en doute beaucoup. Je pense qu'il faut aller droit au but un tout petit peu plus et l'assumer, notamment s'adapter à des nouveaux supports de formation. C'est ce que j'ai demandé au Centre d'excellence de Montpellier. Et donc sur le fait que, et je prends ici un engagement, il faut impérativement qu'on intègre dans ce qui sera fait la question des troubles du développement et de la coordination, et auquel cas on vous associera très volontiers à ce groupe de travail. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur l'expertise ou les centres experts. Vous savez que par exemple on est en train de créer une filière dans le TDAH. Je ne peux pas vous dire d'un côté que je veux simplifier et de l'autre ne pas le faire. J'ai demandé, dans l'instruction, c'est écrit noir sur blanc, que dès que possible, ces centres doivent se greffer sur des centres de ressources autisme existants. Donc si vous comprenez quel est le raisonnement derrière, c'est que progressivement, je souhaite qu'il y ait une porte unique quand même, et notamment un endroit où finalement les professionnels soient obligés de se former à tous les TND. Parce que l'ennui, c'est quand vous avez un professionnel qui se forme sur l'autisme, il devient surspécialiste de l'autisme, etc. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir un autistologue, un TDAHologue, un dyspraxiologue. J'ai besoin d'avoir, globalement, à terme, plutôt des TNDologues, si je me permets ce point-là. Et donc, ça, c'est une autre question. On est en train d'interroger sur les diplômes universitaires, les diplômes interuniversitaires. J'ai déjà eu des discussions préliminaires avec le Conseil national de l'ordre des médecins et je vous reçois très volontiers à nouveau pour qu'on en parle. C'est de savoir quels sont les diplômes qui pourraient donner le droit à qualification ordinale. Parce que je résume, mais en gros, c'est bien d'avoir un diplôme universitaire, mais en fait, si vous voulez qu'après un médecin puisse montrer sa compétence, et notamment que nous, on ait le droit de faire des annuaires de médecins compétents, il faut que ça donne droit à qualification. C'est-à-dire que légalement, aujourd'hui, je n'ai pas le droit de faire un annuaire des médecins qui sont compétents, par exemple, dans le TDC. Je n'ai pas le droit. Et vous non plus, même si vraiment on vous embêterait sans doute moins que moi. Mais voilà, donc c'est pour ça que le nœud du problème, c'est ça. Donc si vous nous aidez à identifier quelles sont les formations que vous jugez les plus opportunes, que ce soit pour les médecins ou les autres professionnels, on avance là-dessus. Et enfin... Sur le permis ? Et sur le permis, ça aussi c'est un engagement que je prends sans problème, je vous propose, que c'est l'avantage de travailler en interministériel, qu'on se revoie sur le sujet, parce que, pour ne rien vous cacher,
J'ai assez en ce moment, peu de gens autour de moi m'évoquent comment on va avancer sur le permis. Vous m'avez l'air d'être les plus avancés, tant mieux. Ça va être gagnant-gagnant. On en parle ensemble, on voit comment avancer, y compris avec la délégation à la sécurité routière. Si on peut avancer et vous aider, on le fera. Et le dernier point, c'est sur le Conseil national, parce que j'ai été tensé plusieurs fois, donc je ne vais pas éviter cette question. Nous avons un Conseil national que je préside qui est assez pléthorique, mais vous savez, c'est des grandes messes où toutes les associations souhaitent être. Je le respecte. Je l'ai déjà dit, je pense qu'il est quand même assez logique qu'à terme vous puissiez l'intégrer. J'ai déjà fait un remaniement de ce Conseil national à mon arrivée. Je pense qu'il faut qu'il y ait quand même un peu plus aussi de turnover. En tout cas, je suis ouvert à cette question-là. Et un arrêté de recomposition de ce Conseil national l'année prochaine ne me paraît pas totalement farfelu. Et donc, la question de votre place ne l'est pas non plus. Voilà, comme ça. Merci. Merci à tous. Et pour la conclusion, on va avoir Arnaud de Broca. Écoutez, effectivement, je dois conclure ce colloque dans des temps réduits, mais c'était à la limite pour moi plus le plaisir de venir et de aussi comprendre, peut-être mieux comprendre les différentes questions que vous abordez, plutôt que de faire un long discours. Il y a déjà eu beaucoup de sujets abordés tout au long de cet après-midi. Alors peut-être vous dire en deux mots ce qu'est le collectif handicap. Alors l'association DFD en est membre, mais j'aime aussi rappeler aux membres de DFD ce qu'est le collectif handicap. Le collectif handicap est donc une association qui regroupe 54 associations nationales représentant les personnes handicapées et les parents de personnes handicapées. Son nom est plutôt bien trouvé, j'y suis pour rien, mais il est plutôt bien trouvé puisqu'il y a collectif. Donc collectif, ça exprime bien l'aspect collectif, interassociatif. Et handicap avec un S qui exprime bien aussi la volonté de notre collectif des associations membres de représenter, de parler de tous les types de handicap. Alors dans tous les travaux qu'on fait, et notamment, on en a sorti un récemment au moment de la loi, de l'anniversaire de la loi de 2005, dont on a parlé notamment dans la première table ronde. On a sorti un bilan de la loi de 2005 que montre effectivement Diane. Et donc, dans tout ce document-là, si vous le regardez, peut-être que vous ne trouverez pas des éléments ou des propositions directement liées au 10. Par exemple, je ne sais pas, je me posais la question si la question du permis de conduire avait été reprise ou pas. C'est pas parce qu'on la porte pas, c'est parce qu'à 54 associations, on essaye aussi d'avoir des propositions collectives et qui, justement, sont transversales. Et dans tout ce que j'ai entendu là, évidemment, on a un certain nombre de propositions sur la question de la sensibilisation, de la formation, qui était sur laquelle Vincent Marron a mis a insisté beaucoup. C'est des revendications, des propositions qu'on retrouve quasiment dans tous les chapitres de ce livre, puisque ça nous semble effectivement être un des points essentiels. Donc peut-être que vous ne retrouverez pas tout ce que vous portez, mais en tout cas, je peux vous assurer que votre association porte et nous aide collectivement à travailler sur tous les sujets et à porter tous les types de handicap. Et je pense que c'est ça qui est important dans un collectif, c'est d'arriver à mieux comprendre les spécificités de chaque type de handicap dans un sujet plus transversal qui est le nôtre. Donc on essaye de travailler. Je remercie DFD d'être toujours très présente dans nos travaux et de porter justement cette voix et de faire comprendre que quand on parle par exemple d'accessibilité, c'est des sujets peut-être, alors maintenant toutes les associations l'ont compris je pense, mais enfin peut-être au tout début, peut-être moins, que l'accessibilité c'est pas simplement des rampes, c'est pas simplement du bâti, c'est aussi beaucoup d'autres choses évidemment, et ça on le porte beaucoup. Peut-être dire simplement que sur la loi de 2005, c'était le thème une fois encore de la première table ronde, nous collectivement, on pense, comme ça a été dit, que c'est une bonne loi et que tous les sujets portent plutôt sur son application.
Et quand on entend, dans le cadre de la deuxième table ronde, notamment tous les témoignages, les parcours compliqués, à la fois des parents, à la fois des personnes, on voit bien qu'on est quand même encore très loin de ce monde idéal que parfois on nous annonce ici et ailleurs, bien entendu, mais depuis 2005, on voit que le monde idéal est quand même très loin. Et donc c'est en ça que nos associations se mobilisent pour essayer d'avancer. Et je pense qu'on a aussi, d'un point de vue collectif, c'est des difficultés individuelles, mais c'est aussi, en termes collectifs, je pense qu'on a beaucoup de difficultés. Et que ce qui nous semblait acquis en 2005 est loin d'être acquis. Je prendrai 2 exemples. La question de la participation des personnes, des associations, est visiblement loin d'être acquise dans les différents travaux. Je prendrai un seul exemple, parce qu'on en a beaucoup parlé, des MDPH. En ce moment, il y a des travaux sur la MDPH, une task force, un COPIL. Et ben, les associations n'y sont pas associées. Alors, on va nous dire après, mais rassurez-vous, vous êtes associés, les associations sont membres. Eh ben non, les associations ne participent pas aux travaux mis en place actuellement par le gouvernement, par le gouvernement sur l'évolution des MDPH. Alors moi, je trouve ça un scandale absolu. Les associations représentent un tiers des membres des MDPH. On a travaillé dessus depuis le début. Vos parcours, les témoignages montrent à quel point c'est compliqué. Et ben, le gouvernement souhaite faire cette réforme, son copil, entre lui, avec quelques membres quand même. Il y a les représentants des directeurs des MDPH, mais les associations représentées par le collectif handicap n'y sont pas. Donc on voit bien que sur la question, le titre même de la loi participation, on est encore très loin et il faut se battre encore tous les jours pour y arriver. Autre sujet, me semble-t-il, on a parlé beaucoup d'écoles. Et vous l'avez un peu évoqué, me semble-t-il, à un moment donné. Je pense qu'il y a au-delà de la catégorisation des enseignants, bon, je ne me souviens plus exactement, moi, je dirais qu'il y en avait 3 et que j'étais assez d'accord avec les 3 catégories. On voit bien que c'est quand même, du point de vue des syndicats d'enseignants, on a quand même encore un certain nombre de difficultés. Donc là, moi, je parle en tant que, finalement, collectif qui parle à des collectifs ou à des syndicats, à des organisations syndicales. C'est ce qui ne remet pas en cause la motivation des enseignants sur le terrain, du ministère de l'Éducation, etc. Mais en tant que, on va dire, corps constitué, on voit bien qu'on a quand même du mal et qu'on est même plutôt en retour en arrière. Alors, pas tous les syndicats, mais enfin, on sait qu'il y en a un qui dit ouvertement, ce qui est nouveau, et ce qui pour nous est un sujet de questionnement, qui dit ouvertement que finalement, il faut oublier, ou je ne sais plus quels sont les termes exacts qu'ils utilisent, mais qu'en tout cas, l'école inclusive, finalement, il faut plutôt revenir en arrière. Donc, tout ça pour dire que moi, je suis content d'avoir des ministères, des délégués interministériels motivés, mobilisés, y compris un samedi, pour venir échanger sur ces sujets. Et puis, on voit bien avec envie de faire. Mais en tant qu'association, on voit quand même que c'est compliqué. Et vous l'avez dit aussi, évidemment, en tant que parent, que personne, ça l'est encore plus. Donc, on a encore beaucoup de choses à travailler. Et c'est pour ça que je remercie une fois encore DFD de m'avoir invité. C'est pour moi, en tant que président du collectif handicap, important d'essayer de participer aux travaux de toutes nos associations pour mieux comprendre aussi peut-être certaines subtilités, spécificités que l'on peut défendre, nous, d'un point de vue plus global. Je vais m'arrêter là, puisqu'il faut s'arrêter là. Il y aurait eu beaucoup de choses à dire, de manière générale, sur tous vos travaux, sur tous les sujets abordés, qui abordent de multiples thématiques. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était très intéressant, enrichissant pour moi. Merci beaucoup. Merci. Merci.